pour cette leçon, nous allons nous intéresser au test d'hypothèse. Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à l'échantillonnage, dont l'objectif, à partir d'une population connue, de pouvoir en déduire ce qu'on trouverait comme échantillon. Par la suite, nous avons fait le contraire avec l'estimation. Dans ce cas-là, c'était le contraire. On part d'échantillons connus afin d'en déduire cette fois ce qu'on devrait trouver dans la population. Cette fois-ci, nous allons faire des suppositions. Ces suppositions statistiques, on les appelle hypothèses, et l'objectif de cette leçon sera de tester ces hypothèses. On nous affirme par exemple que la moyenne de la population est connue, et elle vaut mu0. La question de savoir est, est-ce que c'est vrai? On peut faire exactement la même chose pour une proportion. Est-ce que celle-ci est vraiment connue et elle vaudrait une valeur qui vaut P0? Dans ce cas-là, on aimerait bien valider ces hypothèses. Dans l'autre cas, on jouerait avec deux populations distinctes, dont on connaît pour chacune soit la moyenne, soit les proportions. Et l'idée serait alors de comparer soit les deux moyennes, soit les proportions. Et donc, dans ce cas-ci, on fait de la comparaison. Nous devons donc procéder par étapes. La première va consister à formuler les hypothèses. La première hypothèse est celle qu'on appelle l'hypothèse nulle. Ce n'est que du jargon statistique, c'est l'hypothèse que l'on teste et elle est notée H0. À partir de cette hypothèse nulle, il faut formuler l'hypothèse contraire, qu'on appelle hypothèse alternative. Celle-ci a deux notations, soit H1, c'est celle que je vais utiliser, ou alors HA. Un exemple des plus classiques, si je considère que H0 est l'hypothèse qui défend le fait que mu soit égal à mu0, eh bien H1 pourrait être mu est différent de mu0. Mais pour H1, ce n'est pas le seul cas possible. On pourrait tout aussi bien avoir, par exemple, mu est plus petit que mu0. Ou encore, mu est plus grand que mu0. Nous reprendrons ces cas un peu plus loin. Deuxième étape, il faut choisir le seuil de signification. Si vous avez votre hypothèse nulle de départ, il y a deux possibilités. Soit vous la rejetez, ce qu'on va noter alors à ce moment-là, on rejette H0, ou au contraire, vous acceptez l'hypothèse, ça veut dire que vous ne le rejetez pas. Si maintenant, vous rejetez H0, alors que H0 est tout à fait vrai. Dans ce cas-là, vous avez fait une erreur. Alpha, c'est la probabilité que vous soyez trompé en rejetant l'hypothèse nulle alors qu'elle était vraie. On l'appelle erreur de type 1. On appelle ça aussi un faux négatif. Nous avons rejeté H0 et nous nous sommes trompés. En général, on prend alpha qui est égal à 5%, donc c'est-à-dire 0,05, ou alors alpha est égal à 1%, c'est-à-dire 0,01. Du coup, il est assez simple de trouver la probabilité de rejeter H0 alors que H0 est vrai. Donc, si on ne rejette pas H0 alors que H0 est vrai, ça veut dire que cette fois-ci, on ne s'est pas trompé. Cette probabilité vaut 1 moins alpha. C'est donc un vrai positif avec
1 moins alpha vaut, donc 1 moins 5%, c'est 95%, c'est-à-dire 0,95, ou alors 1 moins alpha est égal à 99%, c'est-à-dire 0,99. Nous venons donc d'examiner les deux cas où notre hypothèse nulle semble correcte, et d'une part nous l'avons rejetée, on s'est trompé, et d'autre part on l'a au contraire acceptée, et cette fois-ci nous avions juste. Nous avons H0 qui n'est pas bonne. Supposons alors que nous n'avons pas rejeté H0 alors que nous aurions dû le faire. Nous avons alors commis une autre erreur, c'est l'erreur de type 2. Cette erreur est exprimée par bêta, qui vaut donc la probabilité d'avoir accepté H0 alors que H0 est fausse. C'est un faux positif. L'erreur de type 2 est généralement beaucoup plus grave que l'erreur de type 1. Il n'y a plus qu'un seul cas, c'est le cas où nous avons rejeté H0 alors que H0 est faux. Donc cette fois-ci, on a eu raison de le faire, et cette probabilité correspond à 1 moins bêta, que l'on note parfois aussi par la lettre grecque eta, et qu'on appelle la puissance statistique. Et 1 moins bêta est aussi ce qu'on appelle un vrai négatif. Le gros souci pour bêta et eta, c'est qu'ils ne sont pas calculables. Eh bien, comment cela peut-il? Tout simplement parce que H0, on sait ce qu'elle signifie, ça veut dire que, par exemple, que mu est égal à mu0. On connaît la valeur de la moyenne, où on suppose qu'elle est bonne. Mais si elle est mauvaise, on ne la connaît pas. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est la supposer. Donc on peut, dans ce cas-ci, faire des différents tests en disant, si mu n'est pas égal à mu0, on considère un autre mu. Dans ce cas-là, que se passe-t-il? Seulement à ce moment-là, on peut déterminer un bêta et un eta. Voici donc un tableau récapitulatif qu'on appelle la table de décision. Troisième étape, sélectionnez la statistique du test. Vous avez votre échantillon. À partir de ce qui a été vu précédemment, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez utiliser la loi normale? Ou alors plutôt la loi de Student? Vous allez utiliser Z? Ou bien vous allez préférer utiliser T? Bien évidemment, l'idée de préférence sera toujours de prendre un échantillon qui soit suffisamment grand pour pouvoir utiliser la loi normale. Quatrième étape. Vous connaissez 1 moins alpha, et de là, vous pouvez en déduire ce qu'on appelle les valeurs critiques. Cinquième étape, exprimer les résultats avec des valeurs réelles. Par exemple, si vous avez fait des calculs des bornes inférieures et supérieures, mais en utilisant les codes Z, l'idée est de passer en utilisant les valeurs critiques réelles. Sixième étape, prendre une décision. Pour ce faire, est-ce que la moyenne de l'échantillon trouvé appartient à l'intervalle des valeurs critiques? Examinons cela concrètement en faisant un test sur une moyenne. Donc ça veut dire que par défaut, on suppose que la moyenne de la population est connue, c'est notre H0. Ce n'est pas tout, on va aussi considérer que sigma est connu, et idéalement, petit n, donc la taille de l'échantillon, est supérieure ou égale à 30. Ce que nous connaissons déjà intuitivement, c'est ce qu'on appelle le test bilatéral. C'est quoi le test bilatéral? C'est quand notre hypothèse alternative nous dit que mu est différent de mu0. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit,
nous allons faire appel au graphique. Voici notre petit graphique. Nous connaissons mu0. La valeur correspondante en code Z, c'est 0 bien entendu. Test bilatéral, ça veut dire que nous avons retiré de part et d'autre alpha demi à gauche et alpha demi à droite. Au centre, donc, il reste l'air 1 moins alpha. Alpha peut prendre essentiellement deux valeurs, c'est 0,05 ou 0,01, c'est-à-dire 5% ou 1%. De là, on peut en déduire le Z1 moins alpha demi. On les connaît déjà bien. Ce sont les valeurs 1,96 et 2,58. 1,96 étant utilisé dans la majorité des cas. Du coup, sur mon graphique, il est facile de placer Z1 moins alpha demi et moins Z1 moins alpha demi. Ce qui nous permet de pouvoir trouver par calcul les deux valeurs critiques, C1 et C2. Nous avons un auditeur qui souhaite tester une hypothèse. Pour lui, la valeur moyenne de tous les comptes clients dans une entreprise est de 260 €. Donc pour lui, mu0 vaut 260 €. Il constate que pour tous les comptes clients connus, l'écart type est de 43 €. Donc sigma est de 43 €. Il prend un échantillon de taille 36 et voudrait examiner le cas où le niveau de signification est de 5%. Donc nous avons H0 nous dit que mu est égal à 260 €. H1 nous dit que mu est différent de 260 €. Comme alpha est égal à 0,05, ça implique que Z1 moins alpha demi vaut 1,96. Nous pouvons facilement calculer la marge d'erreur qui vaut, comme précédemment, le Z fois sigma sur racine de n, c'est-à-dire 1,96 fois sigma qui vaut 43 divisé par la racine carrée de 36, c'est-à-dire 6. Quand on fait ce calcul, on obtient environ 14,05 €. Avec ce procédé, on peut directement calculer les valeurs critiques. Donc on a C1 qui sera égal à mu0 moins L0. On a C2 qui sera égal à mu0 plus L0. Ce qui nous donne 260 moins 14,5 au-dessus et 260 plus 14,05 juste en dessous. Les deux résultats vont nous donner pour C1 245,95 € et pour C2 274,05 €. Donc nous avons notre intervalle, mais pour le problème, il nous manque quand même une donnée. L'auditeur a pris un échantillon de taille 36, et bien entendu, il a examiné et il a trouvé la moyenne, qui vaut 240 €. Avec cette moyenne, peut-il accepter H0 ou pas? Est-ce que X bar appartient à l'intervalle C1, C2, c'est-à-dire 245,95, 274,05
H0,5. L'auditeur a trouvé 240. Est-ce que 240 appartient à cet intervalle? Manifestement non. Donc, a priori, on rejette H0. Y avait-il un autre moyen de pouvoir trouver ce résultat? La réponse est oui, car en termes de z, la question qui se pose, est-ce que le z que je vais pouvoir calculer tout de suite appartient à l'intervalle moins 1,96 plus 1,96? Comment calculer z? Z, c'est x bar moins mu 0 divisé par sigma sur racine de n. C'est-à-dire 240 moins 260, le tout divisé par 43 sur racine de 36. Quand je fais ce calcul-là, j'obtiens moins 2,79, qui est bien plus petit que moins 1,96. C'est-à-dire que le moins 2,79 n'appartient pas à l'intervalle moins 1,96 plus 1,96. Donc, même conclusion, on rejette H0. Je reprends les mêmes données que tout à l'heure et je fais mes modifications pour m'intéresser aux tests unilatéraux. Il y a deux cas possibles. Vous pouvez avoir le test unilatéral à gauche. Dans ce cas-là, la probabilité de se tromper se trouve entièrement à gauche. Il n'y a dans ce cas-là qu'une seule valeur critique qui sépare à sa gauche le seuil de signification de la droite, le 1 moins alpha, que l'on est prêt à accepter. On est en train d'examiner l'hypothèse alternative où la moyenne est inférieure à la moyenne donnée. Cette fois-ci, ce n'est plus un 1 moins alpha demi, mais 1 moins alpha que l'on retrouve en dessous de l'axe Z. Dans ce cas-ci, les Z 1 moins alpha valent 1,645 pour alpha qui vaut 0,05 et 2,33 pour alpha qui vaut 0,01. On peut déduire très facilement le test unilatéral à droite. Voici tous les changements qui en découlent. Pour commencer, on a mu cette fois-ci qui est supérieur à mu 0. Le 1 moins alpha est à gauche et le alpha est à droite. Par contre, en ce qui concerne les valeurs de Z1 moins alpha, elles restent inchangées. Exemple. Reprenons notre exemple précédent, mais faisons une simple modification. Au lieu de demander comme hypothèse alternative que mu soit différent de 0, cette fois-ci, on voudrait tester l'hypothèse pour mu est inférieur à 260 €. Déjà, avec le seuil de justification de 0,05, on peut en déduire z, mais cette fois-ci 1 moins alpha et pas alpha demi, qui vaut 1,645. Comme c'est un test unilatéral à gauche, il n'y a qu'une seule valeur critique qui vaut mu 0 moins L0. Nous allons donc calculer L0, qui est égal à donc à Z1 moins alpha multiplié par sigma divisé par racine de n, c'est-à-dire 1,645 multiplié par 43 divisé par racine de 36. Ce qui me donne 11,79 €. Donc la valeur critique vaut 260
moins 11,79 €, c'est-à-dire 248,21 €. Et comme X bar vaut 240 €, eh bien, les 240 € se situent dans la zone de rejet, ce qui veut dire qu'on peut encore une fois rejeter H0. Voyons ce qui se passe avec la deuxième méthode. 7 avait déjà été calculé et valait moins 2,79, qui est inférieur à moins 1,645. Donc, on peut rejeter H0. Appliquons ce que nous venons de voir, mais cette fois-ci, non plus sur une moyenne, mais sur une proportion. Vous l'aurez compris, notre hypothèse H0 consiste à dire que la proportion vaut P0. Et pour H1, nous avons toujours trois possibilités. Soit nous avons P qui est différent de P0, c'est le test bilatéral, ou alors les deux tests unilatéraux avec P qui est inférieur à P0 ou P qui est supérieur à P0. Commençons par un test bilatéral. Idéalement pour l'échantillon, il faut toujours que n soit supérieur ou égal à 30. Il faut que n fois P soit supérieur ou égal à 5. Et il faut que n fois Q soit supérieur ou égal à 5. Et encore, dans le cas des proportions, quand on dit que n est supérieur ou égal à 30, n est supérieur ou égal à 100 serait encore mieux. Que vaut sigma p? Toujours la même chose en réalité. C'est la racine carrée de P0 cette fois-ci, fois Q0 qui serait 1 moins P0, le tout divisé par n. De là, on pourrait trouver L0 qui est égal à Z1 moins alpha demi fois sigma p. Et enfin, on trouverait la valeur critique. C'est 1 qui vaut P0 moins L0 et C2 qui vaut P0 plus L0. On a en fait repris ici tout ce qu'on savait sur les proportions d'une part et le test de la moyenne d'autre part. Que se passe-t-il maintenant si je veux utiliser un test unilatéral? J'ai choisi le test unilatéral à gauche. Qu'est-ce qui change en plus? Ça veut dire que P est inférieur à P0. Le Z1 moins alpha devenu, il est venu Z1 moins alpha. Et il n'y a plus qu'une seule valeur critique. Et si maintenant je veux faire le test unilatéral à droite, qu'est-ce qui a changé du coup? Le P inférieur à P0 est devenu P supérieur à P0. Et ma valeur critique, au lieu d'avoir un moins, est devenue un plus. Examinons le cas d'un dé, et on aimerait bien vérifier si ce dé est pipé ou non. C'est-à-dire qu'on aimerait bien savoir si ce dé est truqué et s'il n'a pas tendance à tomber trop régulièrement sur la valeur 6. Ça veut dire que pour notre test, la probabilité normale de tomber sur un 6, ce serait une chance sur 6. Donc H0 est considéré que la probabilité est d'une chance sur 6 et H1 serait de dire, moi il me semble que le 6 tombe un peu trop souvent, donc la probabilité est plus grande que 1 sur 6. Je vais calculer sigma p, ça me donne donc la racine carrée de 1 sixième fois 1 moins 1 sixième
c'est-à-dire 5/6, le tout divisé par n, et je vais supposer que je lance mon dé 100 fois. N vaut 100. Quand je fais ce calcul, ça me donne une valeur de 0,037. Donc L0 va me donner 1,645 multiplié par la valeur que je viens de trouver, 0,037, ce qui me donne environ 0,06. Donc ma valeur critique est de P0,1/6 qui vaut environ 0,16 tout des 6, bon, je vais m'arrêter ici, 167, plus 0,06, donc qui me donne 0,227. En conclusion, si je teste une fréquence, c'est-à-dire que je lance mon dé un certain nombre de fois et je compte le nombre de 6 qui sort, le dé sera truqué si la fréquence que j'obtiens est supérieure à 0,227. Supposons que je lance mon dé 100 fois et que le 6, je le vois sortir 20 fois. Donc, je lance mon dé 100 fois et je constate que mon 6 sort 20 fois. Donc ça veut dire que ma fréquence vaut 0,2. Est-ce que du coup, je peux en déduire que mon dé est truqué ou pas? Je vois que 0,2 c'est un petit peu en dessous de 0,227. Donc, a priori, je peux considérer que le dé n'est pas pipé. Et si j'avais voulu utiliser la cote Z? La formule de Z, c'est F moins P0 divisé par sigma P. Alors, sigma P, on l'avait trouvé, c'était 0,037. Et on avait dit F 0,2. Calcul, nous avons donc Z qui vaut 0,2 moins 0,167 divisé par 0,037. Ça me donne 0,89. Et 0,89 bien en dessous de 1,645. Donc même conclusion, le dé n'est pas pipé. Suite des tests d'hypothèse sur une prochaine vidéo.